Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Quelques nouvelles de notre petite entreprise. Pour commencer, la semaine prochaine, nous sommes en public à l'école alsacienne, et vous y êtes les bienvenus. Comme vous le savez, l'émission elle-même est suivie d'un échange avec la salle, qui est lui-même ensuite mis sur notre site à la rubrique des BADA. Pour vous inscrire, il faut s'inscrire, c'est une obligation administrative, une nécessité administrative et de sécurité. Pour s'inscrire, il suffit de vous rendre sur notre site, le nouvel esprit public sans séparation.fr. Puis là, sous l'onglet émission en public, vous êtes immédiatement guidé vers le lien qui vous permet de vous inscrire. Je vous rappelle aussi que donc depuis maintenant 2 semaines, vous pouvez non seulement nous entendre, mais encore nous lire, et que sous l'onglet Lisez-nous et sous chaque lien avec un de nos enregistrements figure désormais un abrégé, un digest des propos échangés lors de l'émission du dimanche précédent. Nous mettons chaque semaine en ligne un tel résumé sous cet onglet, et il semble, d'après vos réactions, que vous en soyez friands. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui se demande cette semaine comment réinventer l'impôt, et on y lira notamment une analyse par le sociologue Alexis Spire des rapports des Français avec l'impôt et une contribution de Gaspard Koenig consacrée en grande partie au méconnu Thomas Paine, franco-américain ou américano-français, je ne sais pas comment il faut dire, précurseur en quelque sorte du revenu universel, et qui écrivait, je cite, « Je me fiche de savoir si certains sont devenus très riches du moment que personne n'est devenu pauvre en conséquence. » Notre indépendance, la pérennité de votre podcast et notre richesse, ou en tout cas nos ressources, dépendent, notre non-indigence absolument, dépendent de votre soutien et notamment de vos abonnements. Il vous suffit pour vous abonner de vous rendre sur notre site lenouvelespritpublic.fr pour choisir le montant de votre soutien, comme l'ont fait celles et ceux que nous allons remercier maintenant. Et pour ma part, je remercie Martin Orion, Jean-Pierre Baude, Christian Thierry, Fanny Chauviré et Bénédicte de Ranty-Lévy. Béatrice Gibelin. Eh bien, je remercie Benoît Carré, Thomas Huit, Victor Masséna, Baptiste Juguet et Sylvie Crine. Jean-Louis Bourlange. Moi, je remercie Barbara Camus, Bruno Croza, Christophe Dueno, Jacques Piola et Miguel Lozano. Marc-Olivier Padis. Tous mes remerciements s'adressent à Charles Legrand, Achille Bérès, Jean-Christophe Réaucreux, Florian Daranda et Stéphane Pesson. Merci beaucoup. Nous allons nous intéresser aux élections européennes et à la formation des listes, une sorte de liste d'attente. Le 23 et le 26 mai prochain, dans les 27 États membres de l'Union, se tiendront les élections qui désigneront 705 députés. Élus tous les 5 ans au suffrage universel, leur nombre varie selon les pays dotés chacun d'un nombre fixe de sièges, allant de 96 pour l'Allemagne à 6 pour le Luxembourg, Chypre, l'Estonie et Malte. Les Français désignent 74 représentants, les listes régionales étant en 2019 remplacées par une liste nationale. Mardi, le 29 janvier, les Républicains ont entériné le trio de tête de leur liste. C'est François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie âgé de 33 ans et adjoint au maire de Versailles, qui a été désigné pour la conduire par Laurent Wauquiez, président des Républicains. Laurent Wauquiez qui a nommé aux côtés de François-Xavier Bellamy Agnès Evrin, vice-présidente de la région Île-de-France, ainsi qu'Arnaud Danjean, député européen sortant. Des figures de droite comme Gérard Larcher, président du Sénat, Éric Woerth, président de la Commission des Finances, ou Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, ont émis des réserves quant à cette composition. À seulement quelques mois du scrutin, la gauche française n'est pas parvenue à s'unir. Au moins 5 listes s'affronteront le 26 mai. Parti socialiste, Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Génération et France Insoumise. Yannick Jadot conduira seul la liste Europe Écologie Les Verts, alors qu'une possible alliance avec le parti politique Génération, fondé par Benoît Hamon, avait été envisagée.
et que Ségolène Royal avait souhaité rassembler écologistes et sociodémocrates. Tout comme au Parti socialiste, aucune tête de liste n'a encore été désignée du côté de La République en marche. Enfin, le ralliement d'initiatives citoyennes a annoncé le mercredi 23 janvier son intention de présenter une liste de gilets jaunes aux élections européennes. C'est Ingrid Levavasseur, aide-soignante de l'Eure, âgée de 31 ans, qui figure à la tête d'une liste qui compte pour le moment 10 noms. Plus généralement en Europe, alors que les populistes sont au gouvernement dans plusieurs pays d'Europe, tels que l'Italie, la Hongrie ou encore la Pologne, les candidats eurosceptiques ont le vent en poupe. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Les élections européennes se présentent sous un jour assez paradoxal, et je crois que ce paradoxe repose sur la contradiction entre une polarisation de l'opinion sur autre chose que l'Europe, notamment à travers l'affaire des Gilets jaunes. On voit bien que, comme souvent dans les élections européennes, le débat européen est mangé par des enjeux de politique intérieure. Ça avait été le cas en 1994. En 1994, les élections municipales avaient tout absorbé, et après qu'elles aient eu lieu, les élections, le débat avait porté sur la façon dont on devait se conduire vis-à-vis du Front National, et on était donc arrivé à la campagne européenne au début du mois de mai, et là, il y avait eu les grands viaducs, les grands week-ends, et donc la campagne européenne s'était réduite en fait à 3 jours. La seule contribution du président de la République de l'époque avait été un article de 15 lignes dans Le Monde, disant qu'il se félicitait ce qu'on n'appelait pas encore le Spitzenkandidat, c'est-à-dire l'idée que le président de la Commission serait le vainqueur, le chef de la liste, le candidat désigné par la liste qui aurait fait le plus de voix aux élections européenne, ce qui, soit dit en passant, se traduisait par l'élimination de la France dans la discussion, dans la négociation pour ce poste important. C'est intéressant que le président de la République ait trouvé que sa seule contribution ait dû se faire là. Donc on a eu une élection qui était inexistante. Là, on est en train, apparemment, de reprendre le même chemin, parce que on voit bien que le premier trimestre est entièrement mangé par les suites des Gilets jaunes, le grand débat national, et qu'à partir du 15 mars, on va s'étriper les uns et les autres sur la nature des conséquences que le président de la République aura entendu tirer de ce grand débat. Et donc, plus le fait qu'on parle d'un référendum qui pourrait avoir lieu le 26 mai, le même jour que l'élection européenne, et qui évidemment attirerait à lui la lumière bien davantage probablement que l'élection européenne. Mais ça, c'est la partie escamotée, traditionnellement escamotée de l'enjeu européen. Mais là, nous avons quelque chose de nouveau, et qui là est positif, c'est que pour la première fois, l'organisation du jeu politique est assez profondément accordée au jeu européen. Traditionnellement, on a en France un affrontement droite-gauche, et les élections européennes se fracassent sur ce droite-gauche, puisqu'on a en réalité 2 droites, une qui est anti-européenne et une qui est pro-européenne, et 2 gauches, une qui est pro-européenne et une qui est anti-européenne. Et les partis politiques font des efforts démesurés pour éviter cette luxation du droite-gauche, et pour essayer de maquiller. Alors la gauche dit, nous voulons une Europe de gauche, ce qui est évidemment globalement idiot, puisque l'Europe d'ailleurs résultera de compromis entre des gouvernements de centre-droit, des gouvernements du centre, des gouvernements de centre-gauche ou de gauche. Donc on est dans le compromis, on ne sera jamais dans une Europe de gauche contre une Europe de droite. La droite, même chose, elle se battait sur des thèmes, et tout le monde gommait le problème important qui est comment faire fonctionner l'Europe. Là, c'est différent, parce que le bouleversement du système politique qui a coïncidé avec l'élection de Macron, et qui a été à bien des égards provoqué par l'élection d'Emmanuel Macron, fait qu'on a une recomposition, on a
un parti européen très large qui peut-être sera défendu par plusieurs listes, puisque Jean-Christophe Lagarde veut faire une liste très, très pro-européenne de son côté, Monsieur Jadot, avec les écologistes, fait une liste aussi assez pro-européenne, et que au cœur du dispositif, on aura une liste En Marche Modem qui sera très pro-européenne. Mais tout ça, il y a cohérence globalement entre la référence, notamment à travers la liste En Marche Modem, qui sera la liste centrale des pro-européens, avec l'équation politique telle qu'elle est organisée au Palais Bourbon. Et à côté, on aura une polarisation autour de France Insoumise à gauche du Rassemblement national à droite. Et au milieu de tout ça, des partis, que ce soit à gauche, qui peinent à trouver leur équilibre, ou à droite, avec le triumvirat qui vient d'être annoncé. Donc on a, pour la première fois, une sorte de concordance entre les choix politiques, un alignement des étoiles, comme on aime à dire aujourd'hui, entre l'ordre intérieur et l'ordre international. Alors, je crois que c'est... Donc, malgré tout, l'enjeu européen va être central. Il va peut-être être comme le dieu des jansénistes, peut-être être un dieu caché, peut-être qu'on ne parlera pas directement et principalement d'Europe, mais subliminalement, l'enjeu européen sera de toute manière extrêmement présent. Alors, c'est d'ailleurs le problème des têtes de liste. On voit bien la stratégie de M. Jadot. Lui, il essaie de reprendre l'initiative de Cohn-Bendit en 2009. Cohn-Bendit, François Bayrou avait commis l'erreur de faire une liste anti-Sarkozy avant de faire une liste pro-européenne, alors que son trésor politique, c'était l'engagement européen du centre. Et Cohn-Bendit s'était saisi de l'affaire, avait fait une liste flamboyante au profit de l'Europe et avait remporté la mise. Il était arrivé devant le Parti socialiste à l'époque. Il avait donc fait quelque chose d'extraordinaire. Jadot, on voit bien, tente de faire la même chose. Il n'a pas sans doute les mêmes qualités d'ouverture, de chatoiement qui sont celles de Cohn-Bendit, mais en réalité, il se fonde sur quelque chose de fort qui est le problème écologique, c'est-à-dire une valeur au bout du compte conservatrice. Parce que la dimension importante aussi, c'est que l'Europe, le Parti européen est un parti conservateur aujourd'hui. C'est ça, je reviendrai sur Macron. Pourquoi un parti conservateur ? Parce qu'il est adossé aux valeurs, à la défense des valeurs et des politiques qui sont issues des années 50 et des 30 Glorieuses. La défense de la démocratie représentative, la défense du multilatéralisme en matière de politique étrangère, la défense d'une économie ouverte sur le monde, régulée et ouverte sur le monde, la défense d'une association entre l'initiative et l'économie de marché et des mesures et une politique de protection sociale et de redistribution. C'est le corpus dont on hérite, les droits fondamentaux, c'est ça le corpus européen. Et ceux qui le mettent en cause, à droite ou à gauche, mettent en cause ce corpus. Ils mettent en cause les droits fondamentaux, ils mettent en cause la démocratie représentative, ils mettent en cause une économie ouverte, ils mettent en cause potentiellement une gestion multilatérale des affaires. C'est Trump, c'est Poutine, c'est Orban, c'est tout un ensemble de polarisations, Salvini, et évidemment Marine Le Pen qui marche dans cette affaire. Donc Jadot, lui, incarne cette partie-là. Il y a un grand blanc. Je reviendrai sur le grand blanc en dernière fois. Quant à Wauquiez, on voit bien qu'il est totalement embarrassé parce que lui est prisonnier de l'ancien clivage. Est-ce que la droite est pro-européenne ? Est-ce que la droite est anti-européenne ? Et il fait les deux ou les trois. Il met Monsieur Bellamy, nous en reparlerons peut-être. Il met Arnaud Danjean qui est très pro-européen. Moi, Bellamy ne l'est pas. Et il essaie de fonctionner comme ça. Et alors à ce moment-là, je termine par là, quelle est l'attitude du groupe En Marche Modem ? Et là, c'est très intéressant, il y a un retard à l'allumage énorme. Il y a manifestement un report du choix sur la liste, sur la tête de liste, et sans doute derrière ce report, une relative incertitude sur la stratégie à suivre. Et cette incertitude, je la formulerai ainsi, le véritable choix, c'est le choix entre une Europe forte
Et une Europe faible, c'est ça que représente Macron, c'est une Europe forte pour faire de la politique, pour protéger, pour agir, etc., pour faire une politique économique, pour faire une politique de sécurité, pour faire une politique internationale, mais ça déboucherait vers un enjeu de réforme institutionnelle dont personne ne veut entendre parler. Du coup, il est tenté par l'ancien clivage qui est gauche-droite, c'est-à-dire on s'identifie à une liste progressiste contre ce qu'on appelle le nationalisme, c'est-à-dire des valeurs de droite. Et là, si on est dans cette affaire-là, c'est du coup le macronisme lui-même qui est pris dans la contradiction que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, je crois qu'il y a du côté de la majorité une clarification à opérer rapidement et il ne faudrait pas que la danse autour des ronds-points empêche de faire cette clarification. Béatrice Gibelin. Oui, je pense qu'il y a un élément aussi à prendre cette année pour l'élection européenne, c'est quand même l'affaire du Brexit. Ces élections vont se produire, vous avez dit, Jean-Louis, à 27. Oui, 27 ou 28 ? Parce que on est quand même encore dans une incertitude. Bon, on a le sentiment que les Britanniques jouent un peu au poker menteur en disant au dernier moment, au fond, ils vont craquer et ils vont céder. Et ce fameux backstop avec l'Irlande, on va trouver une solution. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on joue sur les derniers jours, si vous voulez, avant le 29 mars, ce qui n'est pas tout à fait sûr. Et il y a un contexte qu'on n'a jamais connu dans les élections européennes, c'est des 27 qui jusqu'à maintenant sont plutôt soudés, alors que les Britanniques étaient persuadés que ça allait craquer et diviser pour régner, ce qui est quand même une de leurs grandes habitudes, et que comme ça, ils pourraient enfoncer un coin et réussir à tirer mieux leur épingle du jeu. Pour le moment, c'est pas le cas. Ils se divisent eux-mêmes. Ils sont exactement. Et ça, rien n'est possible. Donc, je pense que, si vous voulez, les conditions du débat du Brexit servent aussi un peu ces élections européennes, dans la mesure où il peut y avoir un intérêt à se dire ça vaut vraiment l'Europe, c'est quand même quelque chose, c'est pas parfait, mais compte tenu du contexte international et des risques qu'il peut y avoir, soyons un peu plus motivé que d'habitude. Enfin, c'est une vision peut-être optimiste des choses. Je veux bien l'entendre. Mais ça me semble, enfin, je crois qu'on ne peut pas faire fi du contexte, si vous voulez, européen particulier dans lequel on se trouve avec la situation du Brexit. Je pense que ce serait une erreur. Et du coup, comme vous l'avez dit, ce mouvement nationaliste qu'on appelle aussi populiste, souverainiste, qui va plutôt contre l'Europe. Moi, je constate quand même que tous ces pays souverainistes, nationalistes, ou dans des coalitions avec de l'extrême droite, pour le moment, aucun d'entre eux ne cherche à s'émanciper et à sortir de l'Europe. Tout le monde sait bien ce qu'il aurait à perdre. Et ce qui se passe avec le Royaume-Uni est tout à fait important. Donc, peut-être que jamais les élections européennes ne se sont passées dans un contexte où ça puisse susciter l'intérêt vraiment pour l'Europe. Je suis d'accord complètement avec votre analyse sur la situation interne et la situation européenne, et que comme l'alignement des planètes là pourrait être assez favorable. Je suis d'accord aussi sur le fait que la République en marche n'arrive pas à trouver son leader, n'arrive pas à faire sa liste. Pourquoi ? Parce qu'elle est... La liste, ce sera facile. Hein. Oui, mais son leader, c'est pas facile. Le leader, c'est autre chose. Bon, donc ça sera ce qu'on veut. Voilà. Et on n'ose pas, pour le moment, affirmer ce qu'on veut. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Une Europe forte, mais on ne peut pas l'affirmer pour le moment. Autrement, on va se trouver dans des situations extrêmement délicates. Donc, pour finir là-dessus, une attitude de Trump qui est quand même très hostile vis-à-vis de l'Europe, qui génère des réactions d'hostilité aux États-Unis et peut-être de désir
de se protéger face à ça. Ce qui vient de se passer, c'est tout petit, hein, pour les PME qui veulent continuer à faire des affaires avec l'Iran, cette possibilité d'avoir on va dire une base financière pour lesquelles ils pourront, par troc entre autres, mais pour les PME, pas pour Total, pas pour les très très grandes bien sûr, mais ils pourront continuer. Je pense que c'est quelque chose tout à fait intéressant. C'est de l'ordre du symbolique, mais le symbole en politique, c'est aussi très très important. Donc moi j'y vois des signes, si vous voulez, peut-être que je suis dans un optimisme béat, mais j'y vois des signes qui peuvent être intéressants sur une évolution. Dernier point que je dirais, c'est que la situation de l'Allemagne n'est pas si flamboyante que ça. Et que cette représentation qu'on a d'une Allemagne qui impose complètement sa loi et qu'on suit derrière, je ne suis pas sûre que la situation, à terme, on pourrait parler de l'industrie automobile, on pourrait parler d'un certain nombre de choses, soit aussi brillante que celle-là. Donc, on peut aussi avoir un rapprochement entre la France et l'Allemagne dans la défense des intérêts de l'Europe. Marc-Olivier Badis. Oui, Béatrice a souligné à juste titre que dans le discours des anti-européens, il y a eu, il y a plus ce projet de sortir de l'Europe. On voit bien que les difficultés du Brexit ont changé de nature et peut-être même de l'euro. Ont changé, même oui, de l'euro. La nature du débat. C'est-à-dire qu'on a bien vu que c'était le point faible de Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, c'est que maintenant, justement, du coup, ces courants, ceux qui gouvernent en Italie, etc., vont plutôt avoir une stratégie à la Orban. C'est-à-dire, je ne prétends absolument pas partir de l'Europe. D'abord, je prends l'argent. Et deuxièmement, je reste dans les institutions, mais je cherche à provoquer une mutation des valeurs ou à un changement du rapport de force à l'intérieur de l'Europe, de manière à promouvoir ma propre lecture politique et mes propres priorités. Et donc, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a un investissement de l'Europe. Alors, je ne pense pas qu'ils soient capables d'avoir une majorité au Parlement. Ça, je pense qu'on est très loin de là. Cela dit, disons, la grande coalition entre les sociodémocrates et le Parti populaire européen, donc les conservateurs, cette grande coalition qui domine le Parlement européen avec des habitudes parlementaires très fortes et très civiles d'habitude, cette coalition ne sera pas capable non plus de gouverner toute seule probablement après. Et donc là, il y a quelque chose de nouveau à l'échelle européenne, c'est qu'on ne se dirige pas vers... Enfin, l'instabilité va quand même toucher un peu le Parlement européen, même si il est possible qu'on aille vers des coalitions plus larges si les Verts, à l'échelle européenne, font un bon score, parce qu'on voit bien qu'ils sont portés par des vents favorables en Allemagne. On voit qu'en Belgique, il y a beaucoup de mobilisation de jeunes sur le thème du climat. En tout cas, par rapport à la dernière élection, on avait structuré un peu les choses en disant aux électeurs, vous savez pourquoi vous allez voter, c'est-à-dire que le leader du parti qui arrivera en tête au Parlement sera le président de la Commission. Il y avait un scénario assez clair, Martin Schulz contre Juncker. Qui d'ailleurs n'était pas candidat. Juncker, oui, il était compliqué. Il était chef de liste, chef du parti, sans être candidat lui-même. Il était désigné quand même. On savait que... voilà. Aujourd'hui, on est dans un paysage beaucoup plus confus et les électeurs ne savent pas exactement ce qui va se passer. Bon, encore faut-il, comme le disait Jean-Louis, que les sujets européens prédominent au moment du vote. Alors là, je rejoins effectivement ce qui a été dit. Ce n'est pas évident du tout. On voit très bien que cette histoire du référendum post-grand débat, post-gilet jaune, va évidemment polariser les esprits. Ça peut éviter le côté référendum pro-anti-Macron, mais enfin quand même, c'est ça qui va prédominer. Et dans ce contexte un peu d'incertitude sur les thèmes qui peuvent dominer sur l'intérêt des Français pour cette élection, je pense que la question des têtes de liste est primordiale, parce que dans une élection dans laquelle il est difficile
de se repérer. Le choix de la tête de liste, évidemment, donne une tonalité, une indication très très forte. Et là, il y a une sorte de paradoxe de la situation entre le courant majoritaire et les autres partis. C'est qu'on voit dans les têtes de liste qui ont été choisies pour le moment, donc Manon Aubry pour la France Insoumise, Jordan Bardella pour le Rassemblement national et François-Xavier Bellamy pour les Républicains, que ces partis restent un peu dans la logique qui avait prévalu pour l'élection présidentielle et législative, à savoir l'idée que les Français attendent un renouvellement du personnel politique. Donc de nouvelles têtes, des gens pas forcément expérimentés, des gens jeunes. Les trois sont jeunes, même Yannick Jadot est assez jeune, même si il est déjà plus aguerri dans... Il commence à avoir de la bouteille. Il a déjà fait des grands... Il a déjà fait des élections. Depuis longtemps. Voilà. Il a quelques heures de vol dans les élections. Il y a cette idée qu'il faut changer le casting, qu'il faut renouveler le personnel politique, alors que La République En Marche a le problème inverse, c'est-à-dire de trouver au contraire une personnalité crédible, d'autorité, d'expérience, qui envoie un message clair par rapport à l'engagement européen, donc pas du tout un outsider à la tête de La République En Marche, enfin de la liste de La République En Marche, très probablement. Et donc, il y a ce décalage qui est curieux entre, disons, les partis qui ont déjà désigné leur candidat et puis La République En Marche, dont le candidat va faire beaucoup quand même pour stabiliser, pour lancer cette campagne qui n'y est pas totalement. Et dernier point, la difficulté dans laquelle se trouve... La République En Marche, même si, évidemment, là, c'est un parti dont le centre de gravité, alors y compris des électeurs, est très pro-européen, donc c'est pas du tout un parti divisé, et ça change complètement le jeu par rapport aux élections précédentes où, comme l'a dit Jean-Louis, les grandes listes étaient divisées en réalité sur leur engagement européen. En revanche, l'engagement très fort, très pro-européen d'Emmanuel Macron n'a pas donné de résultats tangibles. C'est-à-dire qu'il a fait des grands discours qui ont été bien reçus. Il a reçu le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, mais l'Allemagne n'a pas répondu ou n'était pas en situation de répondre. Angela Merkel, maintenant, est en fin de mandat. Elle ne peut pas prendre de grandes initiatives. En plus, ce n'est pas du tout son style politique de prendre des initiatives de grande ampleur. Et donc, disons, les dividendes de cet engagement pro-européen d'Emmanuel Macron sont très maigres et pour se présenter à une élection, ça ne fait pas beaucoup de poids. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois qu'on a... Oui, je crois qu'il y a... si on résume les choses, il y a trois niveaux sur ces élections. Il y a d'abord un problème sur les valeurs européennes. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, on a pour la première fois un vrai clivage. C'est-à-dire que les valeurs sur lesquelles on a refondé l'Europe, pas seulement la construction européenne, mais une Europe civilisée après la guerre de 30 ans, après 14-45, sont sérieusement mises en cause. Je les ai dit, la démocratie représentative, l'ouverture économique, le multilatéralisme international, enfin, même les droits fondamentaux. Je signale que un sondage disait hier, ou il y a 3 jours, que 43% des Français considéraient que la démocratie, il y avait certainement un système meilleur à trouver, ce qui, d'une certaine façon, est la phrase de Churchill, mais d'une certaine façon aussi est extrêmement inquiétant, parce que je vois pas quel autre système que le système démocratique pourrait répondre à nos aspirations fondamentales. Donc on a une tension très forte de ce côté-là, et ça polarise assez profondément l'élection européenne. Le deuxième niveau, c'est celui de l'organisation de l'Union européenne, et là, ça, en réalité, le choix fondamental, et c'est là où est-ce que nous voulons une Europe européenne ou une Europe universelle ? Là, il y a quelque chose de très différent dans les projets. L'Europe universelle, c'est pas de frontières. Ce qui réunit les Européens, c'est leur qualité d'homme, d'appartenance à l'espèce humaine, à l'humanité. C'est pas qu'ils sont européens, c'est qu'ils sont de l'espèce humaine. La frontière, la politique extérieure de l'Europe, comme on disait, ça consiste à préparer l'intégration de ceux qui n'y sont pas encore. Donc on nie l'opposition géopolitiquement fondamentale entre le dedans et le dehors. Bon, sur le plan de la politique, ce qu'on essaie de faire prévaloir, c'est le refus des intérêts. L'affirmation du droit, des principes, de la morale, une Europe kantienne, et donc un système politique fondé sur la raison, le cercle de la raison, et non pas sur la représentation. L'Europe européenne, c'est tout l'inverse. C'est de dire que on a construit l'Europe pour redonner
à ce continent qui s'est détruit en 30 ans, qui n'était plus rien en 1945, à lui redonner une existence. Donc on définit ce qu'est l'Europe et ce qu'elle n'est pas. Donc on lui donne des responsabilités politiques pour défendre ses intérêts, ses valeurs, par rapport à d'autres intérêts, d'autres valeurs. Donc on lui donne un système institutionnel qui n'est pas le cercle de la raison, mais qui est un système institutionnel démocratique, ce qu'on a fait d'ailleurs à Maastricht, mais ce qu'on a un peu contredit depuis. On donne ça. Donc on a ces deux notions. Et là, c'est l'Europe qui protège ou l'Europe qui rayonne. C'est une Europe très différente. Et on voit bien qu'il y a une espèce de confusion des genres. Et quand on parle de l'Europe progressiste face à l'Europe nationaliste, on ne fixe pas, on n'éclaire pas, on ne prend pas en compte ce débat. Enfin, le troisième niveau, c'est le niveau qu'a évoqué Marc-Olivier, c'est le niveau institutionnel. Est-ce que les élections ont pour but d'élire le président de la Commission ? Et là, on est dans une contradiction profonde, parce qu'il est sans doute logique de dire que l'élection dans un système parlementaire permet de donner la tête de la responsabilité de l'exécutif à celui qui est en tête au Parlement, mais dans un système bipolaire, bipartisan, pas dans un système multipartisan où tous les partis arrivent entre 20 et 25% dans un ordre aléatoire et qui ne préjuge pas du tout de leur représentativité finale. Donc on est, et c'est bien d'ailleurs ce que pense certainement un homme comme Michel Barnier, qui s'est bien gardé d'être présent dans les têtes de liste, mais qui doit se dire, je ne sais pas s'il se dit, j'ai aucun contact avec lui récemment sur ce point, je ne parlais que du Brexit avec lui, mais je pense qu'il est assez logique qu'il se dise, tous ces partis à 22% du côté de la droite profonde, à 15%, enfin on verra où se trouve Wauquiez, des partis centristes, une gauche effondrée, une extrême gauche forte, un PPE fort mais divisé, un centre uni mais éclaté, ça va être une espèce de bouteille à l'encre, ce futur Parlement. Il est possible qu'on dégage quelqu'un au-delà du Spitzenkandidat, et en tout cas, on ne fera pas campagne sur l'idée qu'on élit le président de la Commission à travers cette élection. Oui, moi, ce qui me semble quand même tout à fait important dans cette affaire, c'est que aussi le contexte international a changé. L'idée d'une Europe universelle, telle que vous venez de la redéfinir, Jean-Louis, ou d'une Europe européenne, moi, je pense que compte tenu de la Chine, qui devient quand même la première grande puissance à terme dans les 10-20 ans qui vont venir, une Russie qu'on ne peut pas non plus éliminer comme ça. C'est-à-dire que les Européens sont conscients que c'est pas forcément eux qui vont continuer à imposer, au fond, leur façon de voir et même défendre leur exactement. Et donc, on reprend les cartes dans un rapport de force internationale différent. Donc, à ce moment-là, la logique d'une Europe européenne est très, très forte. Il ne vous aura pas échappé, je ne l'ai pas dit, mais c'était implicite que mon pari était celui de l'Europe européenne. Bien sûr, bien sûr. Marc-Olivier Palis. Oui, encore justement, le débat se déplace à l'intérieur de ce qu'on entend par cette Europe européenne, si on reprend le cadre que Jean-Louis a donné, parce que il y a des visions différentes des valeurs européennes. On voit bien que, justement, Orban, Salvini, etc., finalement, se prononcent, eux, pour ce qu'ils entendent par certaines valeurs européennes, même s'ils parlent, par exemple, d'Europe chrétienne, etc. Et donc, ce sera un débat qui sera intéressant à voir. Je voulais juste faire une remarque sur ces sondages qui sont un peu troublants pour nous sur le nombre de Français qui pensent que la démocratie n'est pas forcément le meilleur système. Je pense qu'il y a des limites quand même très fortes à ce type d'enquête. Il faudrait savoir ce que les gens entendent d'abord par ces termes. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils soient prêts, par exemple, à renoncer à l'état de droit, mais est-ce qu'ils font vraiment le lien entre démocratie, état de droit, etc. Je pense que les gens pensent beaucoup aux élections et qu'ils ont l'impression que des assemblées délibératives locales, finalement, ce qui se passe avec le grand débat, c'est des choses assez utiles, peut-être le référendum d'initiative citoyenne, c'est ce genre de choses qu'ils ont en tête et beaucoup moins précis peut-être que ce que nous, on entend par démocratie en général. Mais il y a quand même des discours très précis, comme Bigodeau là-dessus. Bigodeau, qui a fait un très bon travail sur
hors les murs. Mais en revanche, ce qu'il dit sur le plan institutionnel, j'ai écouté ça sur France Inter il y a quelques jours, c'est monstrueux. Oui. Une démocratie qui reposerait sur donner le pouvoir au peuple sans élection. C'est pas possible. Alors là, moi, je rentre. Il n'y a rien de plus dangereux. Mais là, il y a très peu de gens prêts à le suivre. Heureusement. C'est très minoritaire. Bien sûr, mais c'est un. Mais que ça puisse s'exprimer déjà de cette façon. Le fait que la notoriété soit devenue une valeur absolue a créé un certain nombre de ravages dans un assez grand nombre de cerveaux. Je vous remercie pour ces éclairages sur l'Europe. Nous allons nous intéresser maintenant à un pays d'Amérique latine, en l'occurrence le Venezuela. Le 23 janvier dernier, Juan Guaidó, le jeune président du Parlement vénézuélien et chef de file du Parti volontaire populaire, s'est proclamé président par intérim lors d'une grande manifestation d'opposition à Caracas. Il revendique l'installation d'un gouvernement de transition et l'organisation d'élections libres. Encore inconnu il y a quelques mois, Juan Guaidó est parvenu à rassembler les opposants au régime. Il est soutenu par d'importantes manifestations de citoyens qui s'expriment jusque dans les églises. En une semaine, les Nations Unies affirment avoir dénombré 40 morts dans les oppositions et plus de 350 interpellations. Nicolás Maduro peut compter sur le soutien de l'armée, bien que certaines fissures commencent à apparaître dans ses rangs. Réélu en mai dernier lors d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition, le leader chaviste dirige un pays dont l'économie est à la dérive, avec une inflation atteignant 10 millions de % cette année, selon le Fonds monétaire international. À la crise politique vient s'ajouter une crise économique et humanitaire, dans ce pays où le pétrole représente 95% des exportations. La chute du baril a eu pour la population des conséquences d'autant plus lourdes que rien n'a été fait depuis des années pour diversifier les ressources nationales. Par un tweet de Donald Trump, les États-Unis ont été les premiers à reconnaître le président intérimaire. Le Canada et plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil et la Colombie, n'ont pas tardé à les imiter, tout comme l'ont fait l'Australie et Israël. Les Européens ne sont pas parvenus à faire adopter par les Nations Unies leur projet d'un ultimatum exigeant l'organisation d'élections libres sous 8 jours. La proposition de médiation du Mexique a été rejetée par Juan Guaidó, tandis que Nicolás Maduro a dénoncé l'ingérence de Washington et s'appuie pour se maintenir au pouvoir sur Pékin et Moscou. Le bras de fer entre Maduro et Guaidó se joue désormais sur la scène internationale et d'abord sur la plus proche, car l'exode de plus de 3 millions de Vénézuéliens dans les pays limitrophes, près de 700 000 d'entre eux sont au Pérou, fait peser sur ces États un risque de déstabilisation important. Le 28 janvier, Washington a annoncé des sanctions contre le pétrole vénézuélien avec l'objectif, je cite, de paralyser le gouvernement de Nicolás Maduro en le privant de sa principale source de liquidité. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, c'est une triste histoire, cette histoire du Venezuela. Dans la mesure où c'est quand même le premier pays pour les réserves de pétrole, on dirait presque la malédiction pétrolière, comme on le dit parfois à propos des pays qui ont de très très grandes réserves. On a quand même une population qui est sous le seuil de pauvreté, qui tourne autour de 70%, c'est tout à fait étonnant. On a un taux de mortalité qui s'est relevé, on a des situations, on va dire, non pas de famine, mais de malnutrition importante. C'est absolument invraisemblable qu'on ait un pays dans cette situation-là aujourd'hui. C'est Éric Le Boucher qui avait fait un article dans Les Échos en disant avec Chavez, c'était le socialisme pour les nuls, et avec Maduro, c'est le socialisme pour les encore plus nuls. Bon, on est vraiment là dans quelque chose de tout à fait particulier. Et comment ça peut s'expliquer? Assurément, il faut revenir un peu, si vous voulez, sur l'histoire politique du Venezuela. L'homme en armes, Bolivar, est toujours le grand mythe, le grand homme. Même Guaidó, quand il se présente, il a un portrait de Bolivar près de lui. Chavez était toujours avec un portrait de Bolivar, la fameuse révolution bolivarienne. C'est-à-dire l'homme en armes, c'est quelque chose qui est tout à fait important à avoir en tête, parce que ça pose la question de que va faire l'armée. C'est la question majeure qu'on doit se poser aujourd'hui. Puis le deuxième élément, c'est que cette société, en fait, qui n'était pas une société réellement démocratique, qui était quand même très contrôlée, on va dire, par une sorte d'oligarchie de grandes familles vénézuéliennes, pouvait se tenir au pouvoir par une redistribution
évidemment, grâce à la manne pétrolière, et qu'on pouvait, contenter le peuple de cette façon-là. Seulement, ça a pris des proportions avec Chavez extrêmement graves. La première, ça a été cette nationalisation malheureuse de la compagnie pétrolière vénézuélienne, avec une situation extrêmement difficile pour tous les cadres de cette compagnie, car le pétrole vénézuélien, c'est pas comme le pétrole d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on fait un trou dans le puits, et puis dans la terre, et puis le pétrole va sortir tout bien, tout facile. Le pétrole vénézuélien est un pétrole qui est assez difficile à travailler et qui a des conditions d'extraction assez difficiles. Ça veut dire qu'il doit y avoir un grand savoir-faire d'ingénieurs. Or, tous ces ingénieurs ont quitté très vite après l'arrivée de Chavez la situation. Et alors que le Venezuela produisait 3,5 millions de barils par jour, il est rapidement descendu à 1,5 million. Alors, tant que le pétrole a monté, était à $75 ou $80 le baril, il y a eu assez d'argent pour redistribuer la manne aux plus pauvres. Mais quand on est sur des chutes de prix du baril, à partir de ce moment-là, les revenus sont beaucoup plus faibles. Et ce discours très anti-américain, très anti-impérialisme américain, faut jamais oublier que 40% ou presque de la production vénézuélienne est absorbée par les États-Unis. Donc on peut toujours hurler sur les Américains, mais c'est eux qui assurent les revenus, une grande partie du Venezuela. Donc c'est une situation particulière. D'un dernier point pour laisser la parole aux autres, c'est que Chavez puis Maduro se sont considérablement appuyés sur, non pas l'armée de base, mais sur les officiers, auxquels ils ont donné des prébendes, on peut dire les choses comme ça, dans une industrie agroalimentaire, dans l'or, dans la mainmise sur des mines, et bien évidemment, c'est un général qui dirige aujourd'hui la compagnie pétrolière vénézuélienne. Donc ils ont de grands intérêts économiques. Modèle algérien, exactement. Et qui donc pour eux, lâcher ça, effectivement, c'est perdre beaucoup. Ceci étant, il y a quand même, de mon point de vue, une grande partie aujourd'hui de l'armée qui va pas toucher ses soldes. Et une armée qui touche pas ses soldes est une armée dont il faut beaucoup se méfier. Donc le problème, c'est qu'on est dans une course de temps qui est importante. Est-ce que Guaidó va maintenir cette pression et cet enthousiasme qu'il a suscité dans la population pour pouvoir acculer Maduro à lâcher prise? Ce dont je doute, la seule solution, c'est si l'armée bascule du côté de Guaidó. Marc-Olivier Padis. Oui, Béatrice a dit beaucoup de choses essentielles. Je voulais revenir sur la question de la légalité et de la légitimité de ce qui se passe, parce qu'on a pu être surpris par la rapidité des positions européennes en soutien justement à Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale, et notamment la déclaration très rapide du président français. Et donc, je voulais juste rappeler comment les choses se présentent. Pourquoi est-ce que l'Europe avait déjà contesté la réélection de Maduro en 2018. C'est donc Maduro avait été élu comme président d'abord en 2013, après le décès de Chavez, qui était vraiment le dirigeant incontesté depuis 98-99. Pas incontesté, déjà contesté. Oui, alors Chavez, oui, déjà contesté, mais enfin... Le dirigeant difficile à contester. Oui. Donc Maduro l'avait emporté d'ailleurs sur la ligne à 50,62% des voix. Mais enfin bon. Après, il a perdu les élections législatives. C'est ça qui est capital en décembre 2015. Et là, l'opposition a gagné 2/3 des sièges. Et c'est l'Assemblée qui est actuellement réunie qui est cette opposition-là. Et en fait, Maduro n'a jamais accepter le résultat de ces élections législatives et il a manœuvré de différentes manières pour contester cette assemblée, lui retirer ses prérogatives. Il y a eu un épisode où la Cour suprême, qui est complètement à la main des chavistes, avait essayé de s'approprier les pouvoirs du Parlement, ce qui est quand même une opération d'un point de vue juridique assez osée. Et puis, n'y parvenant pas, Maduro a fait élire en juillet 2017 une assemblée constituante
dans des élections auxquelles l'opposition n'a pas participé. Donc, autant dire entaché de déséquilibre et de soupçons d'insincérité. Et donc, dès novembre 2017, l'Union européenne avait adopté des sanctions contre le Venezuela, notamment des embargos contre les livraisons d'armes et des matériels de surveillance électronique de la population. Et donc, quand l'élection est venue en mai 2018, les deux principaux partis de l'opposition n'ont pas eu l'autorisation de participer à ces élections. Donc là, on n'est plus du tout dans l'ordre constitutionnel même vénézuélien. Maduro a complètement outrepassé ses pouvoirs. Et donc, on peut dire que l'ordre constitutionnel est véritablement rompu. Et donc, ce n'est pas le Parlement qui a outrepassé ses droits. Il y a vraiment des raisons très très fortes pour contester la légitimité de Maduro comme président et donc par opposition la légitimité du Parlement élu en 2015 qui en outre appelle à des nouvelles élections et donc ce qui serait la meilleure manière de remettre ce pays sur les rails. Et dernière remarque, parce que sur la situation économique, Béatrice a dit l'essentiel, la dépendance aux hydrocarbures et l'absence de diversification de l'économie, mais surtout effectivement le rôle clé joué par l'armée. On voit bien que d'ailleurs ça a été intégré tout de suite dans la stratégie du président du Parlement de lancer des signes vers l'armée, notamment vers la base de l'armée, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur la nature de ce pouvoir. C'est un pouvoir extrêmement corrompu, clientéliste, et dans lequel des militaires haut gradés, effectivement, détiennent à la fois le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Donc on est quand même dans un système extrêmement cadenassé. Ce sont des hauts gradés qui contrôlent les entreprises publiques, qui sont pour un grand nombre des ministres aussi de Maduro. Donc on est très très loin de l'idéal, je dirais, de l'idéal démocratique de l'émancipation. Et il faut espérer que cette situation ne se prolonge pas parce qu'effectivement, le peuple vénézuélien souffre beaucoup de cette situation. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que le Venezuela est entré dans une phase absolument dramatique. Soit la crise se résoudra rapidement par le départ de Maduro, soit le pays est menacé d'entrer dans une guerre civile extrêmement dangereuse et vraiment terrifiante pour un pays, pour un peuple qui a déjà subi des privations absolument énormes, qui est atteint de malnutrition, les enfants ne sont pas nourris, les enfants sont en situation de détresse sanitaire évidente. On est vraiment au fond du gouffre au Venezuela et il faudrait que ce problème se résolve. Alors moi, ce qui me frappe, c'est quand même, il y a une espèce de contre-discours aujourd'hui qui s'organise sur le fait, on voit très bien pourquoi il s'organise ce contre-discours, parce que les gens qui prennent fait et cause contre Maduro, c'est Trump, c'est le nouveau président brésilien, Bolsonaro, ce sont des gens qui, en réalité, sont des têtes de Turcs, à juste titre d'ailleurs, de l'opinion publique et de la presse en France ou ailleurs depuis des années. Donc, on dit les ennemis de mes ennemis ne peuvent pas être totalement mes ennemis. Donc il y a un raisonnement comme ça qui se noue. Le Monde, par exemple, a parlé du coup de force de l'opposition. C'est-à-dire ça veut dire une chose très claire, c'est que le droit serait du côté de Maduro et que l'opposition aurait simplement pour elle la force. Le problème, c'est que c'est une véritable légende. Maduro ne représente en aucune façon la légitimité démocratique. Il a été élu et réélu dans des conditions absolument non démocratiques. Il a bafoué le suffrage universel qui s'était prononcé clairement en élisant l'Assemblée législative. Il lui a opposé une Assemblée constituante manipulée. Il repose, et son pouvoir repose juridiquement sur un Conseil constitutionnel, une Cour suprême, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est effectivement, comme le disait Marc-Olivier, entièrement contrôlé par lui, et sur l'armée, ou plus exactement, sur les officiers généraux et certains officiers supérieurs de l'armée. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce soit la légitimité démocratique absolue, ou alors le général Franco était depuis le début ce grand démocrate qu'on avait ignoré. Bon,
Donc on est dans une... Et quant à l'opposition, elle fait son travail. C'est-à-dire que le président par intérim, c'est pas quelqu'un qui est surgi comme ça d'un putsch. Non, c'est le président de l'Assemblée nationale. Les articles de la Constitution prévoient effectivement des procédures d'impeachment, qu'on qualifierait d'impeachment aux États-Unis, pour un président qui aurait complètement manqué à sa tâche. Et là, la forfaiture est évidente du côté de Maduro. Et même, principe essentiel en droit international, l'effectivité. Parce qu'on ne peut pas dire que le Venezuela soit gouverné. Quand vous avez les taux d'inflation complètement délirants que vous avez imaginés, quand vous avez un pouvoir qui est absolument incapable de nourrir ses ressortissants, quand on a un pouvoir qui est incapable maintenant de gérer même le pétrole, puisque ses avoirs vont être très justement séquestrés, tant que l'affaire n'est pas démocratiquement réglée au Venezuela, c'est un pouvoir qui manque carrément d'effectivité. C'est un chef de bande entouré d'un certain nombre de complices et qui essaie de s'en tirer. Donc je crois que là, et le président par intérim dit formellement qu'il n'est pas du tout pour lui question d'exercer le pouvoir, mais d'organiser des élections libres qui permettront au peuple vénézuélien de reprendre ses affaires en main. On est vraiment dans une situation qui est très claire démocratiquement, et la France a pris fait et cause pour le président par intérim, et de ce point de vue-là, toute l'Europe, et les Européens sont quand même vraiment fondamentalement des démocrates, tous les Européens ont pris la même position. Le Canada, va pas me dire que le Canada de M. Trudeau est un modèle totalitaire, a pris position dans les mêmes conditions. Donc il y a vraiment un certain consensus en tout cas des démocraties du camp démocratique, si je puis dire, pour faire ça. Et quant aux amis supposés de monsieur Maduro, ils sont très prudents. Les Chinois, bon, c'est eux qui achètent le pétrole pour l'instant, mais ils rappellent que Maduro leur doit beaucoup d'argent et qu'il faudrait bien qu'ils le payent un jour. Les Russes dénoncent le coup de force, etc. Bien sûr, ils sont solidaires de leur vieux combat castrophile, etc. Mais en réalité, ils ont pas l'air d'être décidés à mourir pour Caracas comme ils sont morts ou comme ils ont fait mourir les gens pour Prague. Je crois qu'on n'en est pas, ou Budapest, on n'en est pas là. Donc, il y a même du côté du soutien de Maduro, il y a une assez grande faiblesse. Alors, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Béatrice, la variable essentielle, c'est l'armée. Alors, l'armée, c'est haut, bas, fragile. C'est comme toujours. Le haut, les officiers généraux sont gavés. Ils défendent leur garde-manger, ils défendent le coffre-fort. Et c'est un modèle effectivement d'imbrication du pouvoir économique et du pouvoir militaire qui n'est pas sans rappeler le système politique en cours, notamment en Algérie. Mais on sent bien qu'à la base, les soldats sont pas du tout contents parce qu'ils font partie du peuple, qui sont pas payés, qui avec l'argent qu'ils ont ils peuvent rien acheter, que leurs familles souffrent, que leurs enfants souffrent, et donc ça branle dans le manche. Donc l'arbitrage, ça va être, comme toujours, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers. Ça va être au niveau des officiers. Et et des officiers supérieurs, est-ce qu'il va y avoir une désolidarisation? C'est vraiment, là, si on croit en Dieu, comme M. Chavez le disait, il faut vraiment prier Dieu pour que l'armée se désolidarise du régime, ce qui économiserait à ce pays d'immenses souffrances et au monde international une crise bien inutile. Il y a quelque chose qui est important, c'est que Guaido, ce jeune président Guaido, qui est jeune, 35 ans, ingénieur, n'appartient pas à la classe des grandes familles vénézuéliennes. Son père était chauffeur de taxi à Tenerife, sa mère a été employée. Il est issu, si vous voulez, d'une petite classe moyenne qui espère des jours meilleurs. Donc, ça veut dire qu'il quasiment un gilet jaune. Quasiment un gilet jaune. Ça veut dire qu'il est capable de fédérer. Non, mais c'est ça qui est important. Il est capable de fédérer, si vous voulez, jusque de la bourgeoisie aisée jusqu'à des classes populaires qui, pendant très longtemps,
longtemps, ont soutenu, bien évidemment, Chavez. Et ça, pour l'armée, ce soutien-là, est-ce que les officiers pourront s'y opposer très fortement, très longtemps? Il faut qu'on leur donne une porte de sortie, et avec un peu de sous, et peut-être que les choses s'arrangeront. Merci beaucoup. L'heure de notre dernière séquence, la séquence des brèves, a sonné. Je vais l'ouvrir. Pendant très longtemps, jusqu'à une date récente, finalement, la radio du service public a été épargnée par les considérations d'audience, et elle s'est surtout concentrée sur l'idée que ces successifs présidents se faisaient de leur mission. Ça donne un trésor considérable d'archives. Ces archives sont régulièrement diffusées, sélectionnées, puis diffusées par les Nuits de France Culture. Et sur les Nuits de France Culture, on peut actuellement entendre, on peut télécharger, podcaster et télécharger une émission qui s'appelle Une comédie presque française. C'est une émission qui avait été enregistrée à Hollywood pour une fin d'année, dans laquelle des acteurs d'Hollywood, et pas n'importe lesquels, jouent en français des grandes scènes qu'on identifie au répertoire de la comédie française. On peut notamment entendre Edward G. Robinson qui joue Monsieur Jourdain. On peut entendre Audrey Hepburn qui, avec Remy Land, joue la fameuse scène d'Agnès de l'école des femmes. Mais ne vous a-t-il pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a pris un petit. Et c'est absolument, c'est charmant, c'est très touchant. Et en même temps, évidemment, ça ne peut pas ne pas pousser à une réflexion un peu plus triste sur l'importance que la culture française pouvait avoir aux États-Unis, et dans un endroit, au fond, où on n'attend pas qu'elle soit célébrée, c'est-à-dire Hollywood, comme ils disent. Béatrice Bien. Gilda. Et moi, j'ai lu le livre que vient de sortir Thomas Gomard, qui est le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui s'appelle L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques. C'est un livre que je trouve fort utile. D'abord parce que il aborde les questions par grand État, la Russie, la Chine, les États-Unis, allant jusqu'à proposer des scénarios selon la distance-temps, à court terme, à moyen terme, à plus long terme. Ce que je trouve assez audacieux, mais qui permet au lecteur de se projeter et du coup de réfléchir à tout ce qu'il vient de lire et au fond comment les choses pourraient s'agencer. Et puis il aborde aussi, ce qui est tout à fait intéressant, on n'a pas seulement ces grandes analyses, il aborde aussi les questions qui sont l'environnement, le réchauffement climatique, la démographie. Donc je dirais, il y a 10 chapitres, c'est écrit de façon extrêmement claire, absolument pas jargonneux. Je pense que ça peut aider à réfléchir à un moment où, effectivement, il y a un certain affolement du monde. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais signaler que sur le site Telos, qui est un site tout à fait intéressant, est paru un article de Dominique Schnapper sur Emmanuel Macron, pourquoi cette haine ? Et c'est une analyse très très intéressante sur les mécanismes de la haine dans ce qu'elle appelle les sociétés de démocratie extrême, c'est-à-dire d'égalitarisme forcené, et que j'aurais plutôt tendance, parce que le mot démocratie est un mot auquel je suis attaché, Dominique Schnapper aussi bien sûr, je serais plutôt enclin à parler de société de ressentiment. Et ce qu'elle montre, c'est que, comme disait François Mauriac, on est toujours puni pour les crimes qu'on n'a pas commis. Et en réalité, le grand reproche qu'on doit faire à Emmanuel Macron, c'est pas d'être un héritier. On pourrait dire de lui, comme Magritte de sa pipe, celui-ci n'est pas un héritier. Et c'est précisément d'après Dominique Schnapper la raison pour laquelle il est si détesté. Car il a réussi, par un court-circuit absolument inattendu, jeune, tout seul, rien dans les mains, au départ, rien dans les poches, il a réussi à s'imposer, et en réalité, de ce point de vue-là, c'est une sorte de défi à ceux qui, comme nous tous, sont dans la société méritocratique et peinent à passer, comme dirait Pierre Dac, de la misère à la pauvreté, du pas grand-chose, enfin du rien au pas grand-chose. Ceux qui n'ont, etc., ceux qui sont partis de rien et qui sont arrivés nulle part, dans de remerciements donnés à personne. Et donc, elle montre bien que ce phénomène d'arrogance qui lui est reproché est un phénomène qui renvoie à la méritocratie et non pas
à une société de privilèges transmis. Télo, c'est en effet un site très intéressant et j'ai eu la surprise plutôt agréable de voir que cet article de Dominique Schnapper était très signalé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens en ont parlé. Marc-Olivier Badis. Oui, pour parler géopolitique aussi et d'Europe, comme on a parlé aujourd'hui, je recommande le livre de Michel Fouché, qui est géographe, qui aime beaucoup faire des cartes, notamment dans le 1. Il fait régulièrement des cartes de géopolitique. Donc un livre sur l'Europe, un destin, dans une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Marie B. Et donc dans lequel Michel Fouché finalement défend l'idée que ce qui devient prédominant aujourd'hui pour la situation de l'Europe et le projet européen, c'est de partir de la géopolitique et de la manière dont chaque pays se projette sur l'échelle mondiale. Et donc il répertorie les problématiques européennes à la lumière de cet enjeu géopolitique et pas à la lumière, comme souvent c'est fait dans les livres sur l'Europe, des enjeux institutionnels internes. Et donc, il a aussi évidemment préparé quelques cartes éclairantes comme toujours. Donc, c'est une très bonne lecture. Merci à vous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous sommes à l'école alsacienne et que si vous voulez venir assister et même participer à notre enregistrement, vous pouvez vous inscrire sur notre site lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr. Cette émission a été préparée avec Charlotte Montier, Nicolas Tourneau assure la maintenance du site, Benoît Carré, celle des résumés de nos débats. Nouvelles Écoutes produit notre émission, qui est enregistrée à l'arrière-boutique par Adrien Beccaria, et vous pouvez donc nous retrouver la semaine prochaine à l'école alsacienne en vous inscrivant sur notre site.